Pendant une semaine, j'ai eu la chance de passer du temps avec une femme hors du commun, Marie Leblond. Chorégraphe dès l'adolescence, avec sa troupe Les Jeunes Fauves, elle a dû mettre un terme à cet art par devoir familial. Elle prend alors un virage inattendu en devenant agricultrice. C'est à cette époque qu'elle rencontre Éric Delienne, un berger fougueux. Une rencontre marquante, pleine de complicité qui les mènera bien plus loin qu'ils ne l'auraient imaginé. Ensemble, ils commencent par créer des jouets en bois, puis des marionnettes. Première expression d'un univers artistique en devenir. Petit à petit, leur créativité les conduit à fonder Leblond Delienne, un atelier devenu pionnier dans la figurine 3D inspirée de la bande dessinée. Leur travail à la croisée de l'art et de la pop culture marquera durablement ce domaine. Marie, c'est une énergie rare, une précision dans le geste, une sensibilité à fleur de peau. Perfectionniste dans l'âme, elle cherche toujours à sublimer ce qu'elle touche. À 77 ans, elle ne sculpte plus, mais continue de créer, cette fois dans son jardin, le crapaud à 3 pattes, avec une intensité qui force le respect, même si le corps l'oblige parfois à ralentir. Accueillante et bienveillante, elle m'a ouvert les portes de son univers, son jardin, sa maison et ce petit gîte où je loge, qui était autrefois l'espace de repos de l'atelier. C'est en l'écoutant parler avec passion de son art que j'ai eu envie de le partager avec vous. Ce moment de complicité, comme on en a eu toute cette semaine, a été capté simplement. Une caméra fixe, un micro, sans vidéaste, juste une conversation authentique en toute simplicité. J'avoue m'être préparé la veille pour cet échange, d'essayer de mettre en image cette vie trépidante, mais on ne s'improvise pas journaliste en un jour. Alors, au fur et à mesure de la conversation, on s'est laissé guider, en passant d'un sujet à un autre, sans fil de conduite. Et c'est là que la complicité s'est installée petit à petit. C'est donc dans ce lieu paisible, entre verdure et souvenirs, que Marie nous attend et que je vous propose de découvrir son aventure. Un moment d'échange simple et sincère autour d'un café. Un instant que l'on vit peu, mais que l'on n'oublie jamais. Bonjour Marie. Bonjour Jonathan. Merci de m'accueillir ici, chez toi. Ça fait quelques jours que je vis à tes côtés. Et donc tu as gentiment accepté de faire cette petite interview. C'est un plaisir. Et donc toi, tu es principalement connu pour être sculpteur, comme tu aimes le dire, de bande dessinée et de dessins animés. Mais tu as d'abord commencé par des marionnettes. Oui. J'ai commencé par des marionnettes. Quand j'ai connu Éric Delienne, il faisait des marionnettes en bois, les têtes carrées. Et donc je me suis mise à en faire avec lui. Et aussi après sculpter, modeler des figures plus humaines, quoi. Et donc la mort d'Hergé, tout naturellement pour pas laisser mourir Tintin, continuer à le faire vivre. On s'est dit que, enfin, c'était vraiment complètement spontané, qu'il fallait faire des marionnettes sur ce personnage tellement beau. Et donc on est allé demander l'autorisation au studio Hergé. C'était Bob Demore qui nous a reçus. Ouais. Et puis il nous a donné l'autorisation. Tout en se posant des questions, il était très sceptique. Il trouvait que c'était une drôle d'idée de faire ça, que ça n'allait pas se vendre, tout ça. Et c'est vrai que c'était une drôle d'idée, bien sûr, et que ça ne se vendait pas plus, sinon moins, que les marionnettes que je faisais avant, parce que pas du tout de réseau de distribution, il y avait rien du tout. Donc tout ça, c'était simplement pour le plaisir, quoi. Ok. Ouais. Et c'est où donc tu as connu déjà l'équipe d'Hergé avec les marionnettes. Oui, la vieille équipe, avant sa mort. Oui, et c'était dans une maison qui était tellement
pas belle, et on habitait, on louait une maison qui était tellement moche qu'on l'a peinte en rose pour qu'elle soit au moins drôle. Ok. Et les journalistes qui venaient voir, même pas les marionnettes Tintin, mais mes marionnettes, c'est beaucoup des personnages du Moyen Âge. Je m'inspirais d'un peu les thèmes qui étaient pertinents à l'endroit où on allait les exposer. Les journalistes qui venaient disaient allez tous à la Maison Rose. Enfin, ils titraient leur donc on s'est appelé la Maison Rose. Donc au Tout début simplement. les premiers, voilà. Et puis après en arrivant ici et quand j'ai commencé à faire des statuettes, le nom, notre identité n'était pas adéquate. Hein. Donc on a cherché un autre nom et puis pour finir on est tombé sur le Blond de Vienne, nos deux noms quoi. Tout simplement. Donc Oui. c'est rester Voilà. d'identité claire et précise. Voilà. Et pas. Oui. Et donc tu as rencontré donc Hergé par rapport à ces Hergé pas l'équipe. Hergé était Hergé est malheureusement décédé. Ouais. Et tu as rencontré donc l'équipe pour justement les marionnettes. Oui. Et entre-temps, tu avais cette figurine dans ton sac. Quand je suis arrivée pour l'approbation là, c'était plus les têtes carrées, c'était les grandes marionnettes avec des très beaux costumes, des beaux tissus, vraiment de belles matières. Je suis allée pour l'approbation du tournesol et du Milon. Je voulais leur faire une surprise en apportant une statuette que j'imaginais représenter, être symbolique de Hergé à l'époque de sa mort, c'est-à-dire qui faisait du yoga parce que il me semblait qu'Hergé était un peu mystique quoi. Alors sans yeux et qui regarde à l'intérieur de lui quoi. C'était vraiment un hommage à Hergé. Et puis au moment de partir, j'embarque ce carton et je me dis mais qu'est-ce que c'est au fait? Ah ben oui, j'avais complètement oublié de leur montrer. Alors on est revenu au bureau c'était une grande table en verre et je dépose la statuette Tata Yoga en plein milieu et puis là tout le monde se rassit. Alain Baran à l'époque c'était Alain Baran. Qui gérait les droits d'Hergé, est devenu tout blanc. Et puis après, ils nous ont emmenés, Eric et moi, dans un bureau pour signer les contrats pour tout ce que j'inventerais, quoi, après. Voilà. Trop bien. Et c'est comme ça que l'aventure a commencé. Une nouvelle aventure. Oui, c'est devenu totalement l'inconnu. Complètement l'inconnu, avec aucune expérience de fabrication. Et pour cause, parce que c'est la fabrication de ces pièces, qui devait, avec une telle exigence de qualité, mais qui devait quand même si pour certains c'était cher, mais qui devait arriver à un prix complètement compressé. Il n'y avait pas de matériaux pour faire ça, il n'y avait pas de silicone, il n'y avait rien, il a fallu tout inventer. Et aussi, là on ignorait carrément, et aussi on n'était qu'à deux. Donc, à créer, à mettre au point le processus de fabrication, à fabriquer, à commercialiser. C'était vraiment, on savait pas du tout où on allait. Précurseur dans dans ce domaine-là. Et puis après, quand on a fait les premiers salons avec, tout le monde, tout le monde était choqué quoi ça fait vraiment l'effet d'une bombe quand même hein. Et après tous les auteurs m'ont demandé de sculpter leur personnage. Oui. Donc c'est plutôt eux qui sont venus vers toi plutôt que toi vers eux au début. Ah ben j'aurais été bien en peine puisque j'avais pas le temps. J'ai dû faire attendre longtemps. J'étais désolée pour Uderzo parce que j'avais très envie de travailler sur Astérix et j'avais pas le temps.
C'est lui qui a demandé ou Ah bah oui, pendant longtemps, mais il était vraiment très content, après que moi, et moi aussi, très content de travailler avec lui. Il était vraiment ravi quand enfin j'ai eu le temps, quoi. Ouais. Voilà. Tu as commencé par quelle œuvre de Uderzo pour tes sculptures? T'as commencé par Astérix, le branleur là, et puis Obélix, Bonbonne, on m'appelle Bonbonne, qui est assis, évidemment j'ai Bonbonne avec son gros vent, mais c'est tiré d'une bande dessinée, c'est tiré ou de ton univers à toi, ou un mélange des deux? Je me souviens plus du tout. Et qu'est-ce qu'il a dit quand il a vu ses œuvres? Ah bah il adore. Uderzo, on s'entendait vachement bien. Hein. Je trouve qu'il était très content, très content. Donc c'est là aussi, tu t'imprègnes aussi des auteurs pour faire tes œuvres aussi. C'est important pour toi aussi C'est très important. D'abord le choix du personnage, mais si de toute façon c'est évident qu'un personnage il respire la personnalité du dessinateur, enfin du créateur du personnage. Mais c'est très important pour moi que je les rencontre, qu'il se passe quelque chose, que j'ai envie, quoi, que puis il y a un grand respect, une amitié, quoi, ça. Par rapport à l'œuvre et par rapport à la personne, parce que ça t'a permis aussi de rencontrer des grands noms de la bande dessinée. Ben, obligatoirement, j'ai travaillé sur des personnages quand même. T'avais Franquin qui est venu. Oui, bah Franquin, qu'est-ce que c'était chouette d'aller voir Franquin. C'est lui aussi qui est venu vers toi, ou c'est toi qui as voulu absolument non, c'est les agents les agents des auteurs, quoi, ceux qui s'occupent de leurs œuvres, quoi. Mais j'allais voir les auteurs directement. Ah oui, je suis jamais allée directement voir quelqu'un. C'est eux qui me demandaient, et après je le faisais quand c'était possible. Mais Franquin, j'allais le voir même quand j'allais si j'allais faire approuver, parce que chaque fois qu'un modèle était, j'avais sculpté un modèle, j'allais le faire approuver par les auteurs. Mais si j'allais en Belgique, que ce soit que j'aille à la Fondation Hergé, ou que j'aille chez Jacobs, ou pour Spirou avec Tom et Jean-Ry. Jacobs, je l'ai pas connu, il était mort aussi. Hein. J'allais montrer mes prototypes aussi à Franquin avec plaisir. Puis après, je lui mimais ce que j'allais faire d'autre, en Gaston ou en marsupilami. Il y a beaucoup d'attitudes que j'invente, hein, parce que ça résume plus l'œuvre, enfin le personnage, qu'une vignette de tout seul, quoi. Donc, je crois que c'est plutôt l'œuvre qui t'appelle plutôt que toi qui choisis l'œuvre. C'est plutôt comment tu choisis tes... Ben non, mais déjà, on peut pas copier un dessin. Si on copie un dessin, on arrive voilà, tu fais la tête de Tintin, tu fais une boule, et l'air con comme tout. Comment faire ressortir son caractère, l'intelligence, l'altruisme, le côté aventurier, tu peux pas. Il faut réinterpréter. Hein. Donc là, tu t'accroches pas à une vignette. Hein. Et quelquefois, mais comme quand j'ai fait les assis, il y a pas de, c'est toujours Eric ou Jeanne, ma fille, qui posait sur l'attitude que je voulais. Donc j'allais mimer avant ce que je voulais faire. Hein. Tu parlais aussi des positions que tu faisais, ou pour justement trouver la position adéquate. Donc tu mimais avant. Je mimais, oui. Donc ce qui faisait vraiment rire les employés, parce que une fois je faisais de jolis jumpers assis qui rigolent, qui se tordent de rire. Alors j'étais à terre, je m'étais assis à terre et je le faisais, quoi. Tout le monde était là à me regarder, mais qu'est-ce qu'elle fait?
fais, quoi. Et ça, je me perds. C'est important pour trouver les mouvements et puis trouver la position Comment adéquate. ça fonctionne à l'intérieur, c'est quoi. ça, Voilà. c'est ça. Et après, je vais le chercher dans la pâte à modeler, quoi. Ouais. Ouais, parce que dans l'introduction, on a su que tu étais aussi chorégraphe Oui, voilà. de danse, donc ça te permet aussi d'avoir une approche complètement différente C'est qu'un ça. sculpteur lambda. C'est ça. Et je pense que c'est pour beaucoup, tous mes personnages sont en mouvement. Ils vivent énormément, même s'ils sont assis. Ouais. Ça vit. Ouais, il y a quelque chose dedans, là. Et ça, je pense que c'est la danse qui m'a, et la musique qui m'a apporté ça. Il y a une harmonie, un mouvement, un rythme, un équilibre. Dans tes œuvres qui font que ouais. ça vit, en fait. Oui, c'est la résine, mais qui vit. Ça vit, ça vit. Et donc ici, donc et puis aussi, il y a énormément de tendresse, d'énergie et de tendresse que je mets là-dedans, quoi. Quand je sculpte un bras, je le masse, je le caresse, le muscle vient tout seul. En fait, c'est ton corps qui fait le travail, en fait. Oui. T'as pas besoin de réflexion, de réfléchir. Tu viens Oui, assez je réfléchis pas beaucoup. Il y avait le mouvement, on avait parlé aussi pendant toute cette semaine aussi du mouvement, où, par exemple, de Blanche-Neige, quand tu faisais des portes ouvertes ici, chez toi, oui. avec les clients, les ayants droit, les employés qui venaient ici, parce que c'était presque une famille, ben, c'est une famille, en fait, c'était une famille. Et donc, tu montrais des œuvres comme ça et tu mettais justement en situation des figurines comme Blanche-Neige. Oui, mettons, devant eux, j'assemblais les pieds, j'assemblais les bras, la cape, les oiseaux, et je le posais sans socle, hein. Pouf, ça tenait. Ouais. Et ça, donc, tu étais sûr que ça tenait. J'étais sûr que ça tenait. Ouais. Il n'y avait pas de risque que ça tombe, sauf si un enfant pousse. Oui, alors après, j'étais obligée quand même de mettre des socles, mais au début, les premières pièces, elles n'avaient pas de socle. Mais évidemment, si un chat passait d'un coup, ou bien une femme de ménage, ou enfin en époustant, il y avait des catastrophes, donc j'ai fini par mettre des socles. Mais ça m'embêtait quand même parce que ça alourdissait la scène, quoi. Mais fallait bien quand même. Hein. Et quand donc le choix se faisait, c'est toi qui choisissais tes figurines, bah tes postures, le dessin. Oui. C'est pas les ayants droit qui te disent je veux ça ou ça ou. Non, c'était jamais des commandes. Hein, c'était moi qui le proposais. Alors ou je le disais par téléphone, ou j'envoyais, ou je le mimais, ou les mails n'existaient pas encore à l'époque. Oui, c'était les fax. Les fax. C'était les fax. Ouais. Mais bon, ça se passait bien, c'était super. J'ai eu vraiment j'étais extrêmement bon rapport avec les auteurs, même les ayants droit, quand les auteurs étaient décédés, ou les gens qui s'occupaient de directeurs artistiques, quoi. J'avais beaucoup confiance en moi, donc c'était simple. Hein. C'était simple. C'est sympa. Et donc le mode de fabrication, étant donné que toi tu es précurseur là-dedans, donc tu arrives avec ton Tintin Yoga, tu dis ok, on le lance. Qu'est-ce qui se passe dans ta tête? Qu'est-ce que tu t'es dit? Mince, zut, ça y est, il faut produire tout ça à plus grande échelle que une ou deux exemplaires. Donc tu es ici c'est ici dans la maison que tu étais? C'était ici. Alors bon, bah oui, il y avait pas de, oui, j'avais déjà, pour les marionnettes, j'étais allée chez un mouliste, hein, qui travaillait pour l'aérospatiale, pour lui demander de me faire un moule de marionnette que je voulais faire pas en série, parce que, enfin, tout au moins le corps en série, et après en maquillant, l'habillant différemment, je pouvais faire différents. C'était des personnages du Moyen Âge, des marionnettes à tige. Donc
je vais lui demander pour qu'il me fasse un moule, et puis bon, ils disent, ça va vous revenir beaucoup trop cher, mais vous pouvez travailler une semaine chez moi. Mhm. Donc j'ai travaillé sur un moteur d'avion, et j'ai fait mon moule du personnage, le corps et les deux mains, parce qu'après c'était que des tissus qui bougeaient comme ça. On a fait du troc à la. Ouais, puis je suis partie avec des adresses de fournisseurs, ouais. tout ça, donc j'ai continué. Je pouvais pas utiliser leur résine parce que leur résine coûtait cher, donc il fallait trouver. Donc on était vraiment un casse-tête pour les groupes chimistes, parce qu'on demandait quand même le mouton à 5 pattes. Ouais. Et bon, ça les intéressait beaucoup, hein. Donc trouver les résines adéquates, les silicones qui convenaient aussi. Et donc après il y a eu tout un tout ce travail d'essai qu'on a sans arrêt essayé à peaufiner quand même ces techniques, hein. Tout maintenant, les gens qui font des statuettes en bénéficient, hein, de ce travail, de ces matériaux, de tout notre travail de recherche, hein. Tous les kilos de silicone qui sont partis à la poubelle. Il fallait faire des tests et des tests pour être sûr que ce soit parfait, en fait, parce que tu as une forme de perfection aussi dans ce que tu fais. C'est ça. Ce niveau de qualité n'existait pas. Hein, donc, parce qu'à l'époque, les produits dérivés, c'était plutôt des produits publicitaires. On utilisait l'image. Oui, ou alors même à un moment, on pensait faire travailler des gens qui travaillaient pour le Louvre. C'était incapable. C'était plein de bulles. C'était non, et puis non, c'était ni fait ni à faire. Donc t'as fait de A à Z toi-même avec Eric. Donc il fallait, donc voilà, tous les deux, Eric faisait les moules, la coulée, et moi je faisais le reste, le ponçage, la décoration au pinceau, et puis c'était lui qui commercialisait aussi. Et puis je faisais la création des suivants. Ouais. C'est pour ça qu'au début il y a pas eu énormément de pièces. Et puis donc on limitait pas, mais on était obligé d'arrêter, parce que quand on passait au personnage suivant, on n'avait pas la capacité de production pour tout faire, donc on arrêtait et c'était c'est pour ça qu'il n'y avait pas de limitation, c'était où on n'était même pas, on savait même pas que ce que c'était. On n'avait pas du tout notion de limitation. T'étais pas collectionneur, on n'était pas collectionneur, donc on s'en est pas compte. L'emballage, on mettait ça dans des cartons de récupération, et puis du papier bulle, voilà. C'était pas l'essentiel, c'était la qualité de la pièce. La pièce. T'appelles ça plutôt figurine, statuette? Figurine, j'aime pas trop, et statuette, je sais pas comment dire. Bon, pour moi, c'est une sculpture, mais populaire, quoi. Oui. C'est une œuvre d'art populaire. C'est pas. On te dit pop c'est pas culture, un gadget, ça te parle ou pas du tout? Oui, après maintenant on dit pop culture, je veux bien, mais j'ai jamais pensé à ça, quoi. Voilà. Ouais, c'est ça. Ici. Donc c'était de A à Z, tu as tout transformé, tu as le ponçage aussi, qui était très important, de pas laisser la moindre petite imperfection. L'aspect de surface est primordial pour la qualité de la peinture, dépose la peinture après. Hein. Puis on faisait donc un jeu avec les mats, les satinés, les brillants. Donc même les peintures, c'est toi qui les créais aussi. Donc tu avais des pigments. Pigments, oui, voilà, et c'était des couleurs, quoi. Même s'il y avait des chartres graphiques. Après, de toute façon, au début, il y avait rien du tout. Oui, voilà. Il y avait rien du tout. Il y avait pas du tout de service des produits dérivés. Tout a été en fait créé à partir de nous, quoi. Hein. Et aussi pas de réseau de distribution. On vendait dans
dans les galeries, quoi, Magasin, dans les magasins de déco, dans les galeries. cadeaux. Voilà. Et puis petit à petit, ça s'est vendu dans les librairies. Et après, il y a eu des librairies spécialisées. Mais Oui, c'est ça. Mais ça, voilà. c'est bien plus tard. Ça. Oui, oui, voilà. Hein, c'était. Ok, Mais heureusement qu'il n'y avait pas un gros réseau de distribution parce qu'on n'aurait pas su suivre. bah, Tout c'est s'est ça. fait petit à petit au fur et à mesure de notre expansion, de nos capacités, quoi. Donc ici, bah voilà, parce que tu le fais chez toi aussi. Bon, t'as une petite annexe, mais on a aussi des photos où on le fait vraiment chez toi à la maison. Ah oui, la parce que maison peinture, l'annexe n'était pas, il a fallu faire des travaux pour qu'on puisse aller. Donc on a commencé à avoir du personnel, mais pas du tout de quoi loger. Donc on était on ponçait sous un parapluie de forain, quoi. Bon, ça c'est sans doute les travaux ont dû être finis l'hiver, quoi. Et puis aussi dans la maison, bien sûr, C'était artisanal de chez artisanal. Oui, C'était vraiment oui. Et puis du fait à la maison, quoi. voilà. Du fait maison. Et puis après, bon, quand c'est beaucoup trop petit, quoi, parce qu'on avait des 10-15 peut-être, je sais plus. On pouvait plus se retourner, quoi. Donc on a fait construire à Neuchâtel. Pas loin d'ici, à quelques kilomètres Oui, d'ici. à quelques kilomètres d'ici. Donc aussi un bel atelier un aussi. atelier à ton image. C'est toi qui a tout. Oui, c'était bon, on a pris un architecte, hein, mais c'était complètement à notre image, quoi. Ouais. Et nouveau aussi pour Neuchâtel, étant donné que la zone là où est l'usine Leblond, on était les premiers, on était les premiers aussi, donc précurseurs dans tout en fait. Oui. Et ici, donc, vous étiez à une quinzaine ici, c'est ça? Avec vous, avec Eric et toi? Oui, il me semble, je sais qu'on pouvait plus bouger. Et là, justement, tout à l'heure, on verra la vidéo où on présente un peu l'atelier. Donc ce sera montré aussi. Ben, on la montre maintenant, comme ça on peut voir un peu ce qu'il en est. Alors. Si vous arrivez où étaient les premiers ateliers Leblond de Lienne, à Lucie. Après la maison rose de Sperménil, quoi. Hein, donc c'était des bâtiments un petit peu en ruine qu'on a un peu restaurés. Ça suffisait au début puisqu'on travaillait qu'à deux. Après petit à petit, est arrivé du personnel, c'était devenu trop petit et nous avons déménagé après. Construit un atelier à Neuchâtel. Donc il y avait là c'était les expéditions, la peinture, ici la peinture, la décoration au pinceau, la peinture au pistolet, le ponçage. Là je créais les modèles sur la résine. Eric faisait les moules, là c'était la coulée, et là le bureau. Et en haut, ce qui est le gîte maintenant, c'était l'espace de repos et de réfectoire du personnel. Voilà, c'est un lieu qui est devenu assez vite trop petit, mais c'était quand même, on a passé des super bons moments et c'est créé là beaucoup de modèles. Alors là, on a vu l'atelier, donc les différents points de production. Oui. Donc ça va du modelage, toi t'étais au modelage et puis modelage pâte à modeler. Oui. Et modelage de la résine aussi. Sculpture, c'est plutôt sculpture, oui, sur la résine, oui. Sur la résine, étant donné qu'après tu fais un prototype de création. Oui. Et sur le prototype de création, tu remodèles un peu ton. Au départ, je modèle en plastiline, je fais un moule, je coule une résine, et c'est sur la résine que toute la finition est faite. Donc c'est pour ça que sur la résine, il y a des ajouts d'une autre couleur, parce que
c'est du Saint-Ofer. Voilà, je retire, je rajoute, je ponce et c'est peaufiné là-dessus. Et après, sur ce prototype de production, je refais un moule et je recoule 1 ou 2 ou 3 résines qui sont les prototypes. J'ai dit prototype de production, création. de création. Puis... Je recoule plusieurs prototypes de production là, et le prototype de création est mis de côté, on s'en sert plus. Parce que selon la rapidité avec laquelle il faut produire, il faut qu'il y ait plusieurs prototypes et une batterie de moules, quoi, hein, prêts à travailler. Il faut savoir quand même qu'au bout de 50, 60 tirages maximum, le moule est foutu. Ouais. Donc il faut tout le temps recommencer. Hein? C'était un travail énorme, quoi, par rapport à tout ce qu'il fallait faire pour une sculpture qui sort de tes mains à la base, mais qui a été reproduite plusieurs fois justement pour les collectionneurs et puis les fans de bande dessinée. Oui. Et aussi ce qui s'ensuit avec ça, c'est que comment ça se passe quand tu es devant ta table en train de sculpter à la pâte à modeler. Oui. Qu'est-ce qui se passe? Tu écoutes de la musique, tu mets du son, il y a les gens qui sont autour qui parlent. Oui. Comment est-ce que tu... Je travaillais au milieu du personnel. Hein. Donc, ça, c'était important pour toi aussi d'être avec le personnel à ce moment-là, d'avoir un esprit... Déjà, il me voit travailler. Il venait voir tous les soirs où j'en étais. Hein. Quand j'ai fini ma sculpture, quasiment ils se sont accaparés le travail. C'est comme si c'était et ils sont prêts à le fabriquer, quoi. Chacun à son poste. Ouais. Et je travaille au milieu d'eux aussi parce que pour le suivi de la qualité aussi, quoi. Puis aussi l'ambiance, quoi. C'est important pour moi que tout le monde soit heureux. Qu'il y ait un esprit de cohésion et de partage aussi. Oui, c'est ça. C'était ce que je faisais. J'essayais de faire un bel objet qui fasse du bien chez tous les gens qui l'auraient chez eux. Il y avait vraiment une intention forte qui je pense se sent dans les pièces, et cette intention, enfin je veux dire cette imprégnation, elle pouvait pas être atténuée par la fabrication, par des gens qui ne seraient pas heureux de la fabriquer, qui s'impliqueraient pas de la même manière, enfin, ou quasiment, quoi. Donc c'était vraiment un état d'esprit, et on était vraiment une superbe équipe soudée. Parce que vous faisiez plusieurs activités aussi en dehors. Ah oui, il y avait la chorale, d'ailleurs. Tu m'as fait écouter d'ailleurs la musique de la chorale, c'était chouette, c'était une bonne. Ah oui, c'était une très bonne chorale. Hein. Et d'ailleurs, c'est assez représentatif parce que les gens qui sont venus à l'atelier, tous mes collaborateurs, au départ, évidemment, connaissaient pas le métier, pas du tout, et même de très loin. Et petit à petit, ils ont mis quand même des années à être bons. Hein. C'était des gens courageux et volontaires, et volontaires. Et si quelqu'un ne réussissait pas un poste, j'essayais s'il pouvait s'en sortir à un autre. Enfin, poste. Enfin, vraiment, il y avait une connaissance d'ailleurs quasiment de tous du poste, des autres postes de travail, quoi. Et qu'est-ce que je voulais dire? Donc la chorale, donc ils étaient pas du tout. Et la même chose pour la chorale. Ils savaient pas chanter. Aucun sens du rythme, aucun sens Toi, avec ta formation, parce que tu es autodidacte dans tout, dans la chorégraphie, dans la sculpture, dans... Oui, à part que j'ai fait partie d'une chorale dès l'âge de 9 ans. Hein. Et
et voilà, donc je leur ai quasiment appris à chanter avec des choses toutes simples, et franchement, c'était un chœur magnifique. Ouais. Hein. Ouais, tu m'as fait entendu, écouter, c'est génial. C'était quand même à T'avais cinq t'avais voix, un truc, des sopranes, t'avais des fugues, ténors, t'avais des... des fugues terribles, là, Ouais, ouais. puis vraiment ça, et un rythme. Non mais ça, c'était Vous quelque faisiez chose. des concerts aussi. On donnait des Ici concerts, on donnait des concerts à Lucie dans l'église à la fête, et aussi quand aux portes ouvertes, les collectionneurs qui venaient aux portes ouvertes avaient droit à leur petit concert. Hein. Même Uderzo, il a eu droit à son petit concert quand il est venu. Ah, bah, ça c'est bien. Et c'était à l'atelier, il est venu régulièrement Non, privé ou non, non, il venait pas à Porte Ouverte. Il est venu quand même au vernissage de la boutique ça c'était vraiment sympa, à la boutique de Paris. Ouais. Ah, il a débarqué comme ça. Et puis ici, à l'atelier à Neuchâtel, il est arrivé avec sa Ferrari. Exact. Ouais. Pile à l'heure. Ah, non, mais vraiment, c'est quelqu'un, c'était quelqu'un de chouette. Il venait avec toute sa famille, avec tous ses... Ah non, non, il venait avec Catherine Rancière. Des éditions Albert René, ouais. Oui. C'était vraiment quelqu'un de bien. Vraiment, j'ai adoré la collaboration avec lui. Ouais. Alors, talent fou. Un talent fou. Le dessin et puis le... Alors, vraiment, sacré dessinateur. Hein. Oh. Ah, ça. Alors là, quand on voit ses crayonnés, mais c'est super. C'est super. Ouais. Et puis... t'as une anecdote avec lui, une anecdote. Un moyen, un moment où, que tu oublierais jamais. Ah quand la première fois que je suis arrivée, là, il a pris ma main dans ses deux mains, et puis il a dit merci d'être venu, il était grand temps que vous arriviez. Ah, et là, je suis ravie aussi. Je suis ravie aussi de travailler avec vous. L'aventure avec Astérix a commencé alors. Oui. Et tu as fait pas mal de personnages en fait en Astérix. Oui, j'ai fait pas mal de personnages. Même pas mal de personnages secondaires qu'on ne voit pas dans d'autres licences actuellement aussi. Tu as fait Détritus, tu as fait tu as fait Prolix. Oui. Ah non, j'ai pas fait Prolix. Prolix, c'était pas à toi, le devin? Ah, le devin, oui. Ah, ou que je suis bête, oui. Oui, oui. Ah oui, le devin, mais oui, ils sont intéressants à faire tous, hein. Vraiment, c'est intéressant, hein. Et pourquoi le choix des personnages secondaires? Parce qu'ils étaient moins bien vus ou moins, parce que ils sont peut-être pas tous vendeurs, parce que tu me disais aussi, tu avais des personnages que tu voulais absolument faire. Tu savais très bien que c'était pas vendeur, mais tu avais envie de... Oui, je faisais quand même. De créer. Oui. Ça t'appelait, en fait, tu avais envie de le faire. Oui, c'est ça. Et puis aussi, pas seulement des personnages vendeurs, des licences. Je savais bien que c'était pas, mais vraiment l'auteur me plaisait tellement. Hein. Tu as même fait des personnages que tu connaissais pas du tout. Oui. Il y avait Eric qui voulait absolument Dragon Ball, donc tu t'es complètement imprégné du manga Dragon Ball pour faire aussi donc tu as vu tous les épisodes. Tu t'es vraiment imprégné de A à Z. Ah ben c'est sûr, je fais pas les choses à moitié. Hein. J'allais pas faire ça sans connaître à fond mon sujet. Oui. Et puis t'as, on va dire t'es plus vers les courbes, tout ce qui est rondeur et tout ça, qui te plaît aussi. Donc Obélix, je préférais peut-être faire plus Obélix qu'Astérix, qui est beaucoup plus en rondeur. Mais quand même, on peut réussir. Je me débrouillais tout le temps pour avoir des bons mouvements dynamiques et généreux, quoi. Et dans tous les angles aussi, parce qu'un personnage 3D, quand tu l'as en dessin, tu as pas tous les angles non plus. Voilà, il faut que les courbes se répondent. Il faut que vraiment on le tourne. Premièrement, il faut le tourner dans tous les sens. Regardez même à cam, on reconnaît le personnage même à un détail, et toutes les courbes sont harmonieuses et se répondent. Que ce soit un délice, quoi. Dans tout, même en hauteur, parce que tu avais une photo avec cet automatique, c'est ah oui, c'est ça que je voulais te donner. J'ai pas retrouvé. Il y avait aussi Voilà, il y a
il faut que ce soit exact, quoi. Enfin, le mouvement exact, parfait, quoi. Et ça t'arrive très bien à le faire. Ensuite, ta formation de danse et tout ça, donc tout ce qui Oui, est mouvement. je pense, c'est complètement instinctif, hein. C'est complètement instinctif. Tu penses pas quand tu fais l'œuvre, ah bah tiens, il faut absolument qu'il y ait tel et tel caractère qui émane de la sculpture ou de... Je fais, c'est très spontané. Ouais. C'est très spontané. Tellement spontané que quelquefois, ça m'est arrivé, quand j'ai fait Jérôme Mouchereau, mettons, je me suis rendu compte tout d'un coup que j'étais en train de sculpter François Bouc, quoi. Ouais, j'étais partie vraiment dans l'œuvre, mais j'ai fait l'auteur. Faut j'ai rectifié. Et il n'y a aucun ayant droit qui a eu des remarques ou des trucs à te dire, ou t'as vraiment carte blanche sur tout? Ah ben oui, je leur proposais avant mon travail, hein, et puis après je leur soumettais pour approbation, hein, mais c'était vraiment très 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 simple, quoi, nos rapports, quoi. C'était encore une fois, il n'y avait pas du tout ça n'avait jamais été fait avant, donc même eux, ils étaient novices dans le volume, quoi. C'est ça. Voilà. Ils pouvaient pas te dire. Et après, c'est vrai qu'après le volume était repris pour faire des dessins animés ou repris. Souvent, je voyais mes personnages faits par d'autres sociétés, mais j'ai dit, mais enfin, ils m'ont copié mon personnage. Et l'ayant droit ou le directeur artistique disait, mais Marie, de toute façon, on accepte que si ça ressemble à ce que tu as fait, c'est leur critère, quoi. Ouais. Donc, il y a même l'équipe de Uderzo qui est venue vers toi pour te demander d'avoir... C'est Uderzo qui m'a demandé... C'est Uderzo même qui m'a demandé s'il pouvait utiliser mes personnages pour faire le dessin animé. Les dessins animés, parce que les dessinateurs n'arrivaient pas à trouver le volume qu'il voulait absolument avoir. Et puis Catherine Rossillac a dit bon, de toute façon ils les ont déjà. Tu l'as déjà fait. Après, connaissant maintenant, je sais aussi. Ah ben non, je lui dis oui. Mais pour Tintin aussi, les dessins animés de Tintin aussi, hein, la directrice, une des directrices artistiques m'a dit que j'avais pris mes personnages pour faire des dessins animés aussi, enfin, bref, voilà. À partir du moment où le volume n'existait pas et que je l'ai créé, c'est devenu une référence, quoi. C'est ce qu'il m'avait dit aussi le responsable artistique chez Popeye aux États-Unis. Il m'a dit, à partir de maintenant, tous les Popeye seront faits sur ce modèle, quoi. C'est quand même gratifiant quand on se dit oui, encore de nos jours, peut-être il y a des... Oui, il y a même Jeff Koons qui a fait un grand Popeye. Ben, c'est pompé sur le mien. Le mien, il vaut moins cher. C'est clair qu'il y a une petite différence de prix, ouais. Alors là, à la vente aux enchères, c'est mes originaux, mes prototypes originaux, mes sculptures originales qui sont vendues, ou les prototypes de production. Et alors, évidemment, ils sont pas peints, et puis ils ont des retouches de tout mon travail, hein, de savoir-faire, enfin tout mon travail. Donc ça, je sais que c'est les vrais amateurs, comme c'est pas du commercial. Ouais. Puisqu'ils sont pas peints, il y a pas de certificat, pas de boîte, non, c'est le numéro 1, si on regarde le prototype de création, où on va encore... le prototype de création, c'est même pas le numéro 1, c'est l'unique, c'est le 0. Voilà. Numéro 0. D'ailleurs, il y a les catalogues, il y a eu des petites erreurs dans le catalogue, parce qu'il y a des pièces qui sont les originaux, et c'est marqué prototype de production, et non seulement c'est les originaux,
ça n'a jamais été produit. Produit, ouais. Parce que la licence s'est arrêtée avant que je terminais juste de les créer. Donc là, ça c'est Marsupilami, patineur, et Gaston, patineur. Ils n'ont jamais été produits, jamais vus. Et il y avait un Tintin aussi, un buste de Tintin. Ah oui, il y a un buste de Tintin qui n'a jamais été non plus produit. Parce que c'était pourtant d'accord pour que je le sculpte comme ça, dans cette attitude de Tintin effrayé. Et puis au moment de l'approbation, il y a eu un changement d'avis. Tintin effrayé, ça peut pas se faire parce que Tintin il est pas effrayé, parce que c'est le héros. Bon, pourtant il était. Il était super. Ouais. Il aurait pu, non, mais pourtant, ouais. il était sur la vignette comme ça. Et enfin, bon, bref. Du coup, c'est un exemplaire aussi extrêmement rare puisqu'il n'a jamais été produit. Voilà. Ça, c'est des petites baisses. Et... Il y a j'ai fait quelques pièces comme ça qui n'ont jamais été produites. Et donc là, je suis sûre, donc je suis dans cette vente, ça ne peut être que des vrais amateurs qui m'achètent ces prototypes, voilà, et ces sculptures originales. Et ça me fait plaisir parce que c'est quelque chose que je confie. Ouais. Je leur confie. J'ai fini mon œuvre. Maintenant, il faut que je tourne la page, et je le confie à des gens qui le méritent. Qui le méritent, ça c'est voilà. joli ça. C'est ça. Donc et justement ici tu as complètement tourné la page avec la sculpture. Donc, tu fais plus de sculpture d'une certaine manière au niveau de la résine, mais par contre tu fais d'autres sculptures, mais avec plus naturel puisque c'est avec les plantes. C'est avec le jardin, oui. C'est avec le jardin. Donc ça t'a complètement changé de milieu par choix. Oui, par choix. Et comment s'est créé ce jardin, donc le crapaud à trois pattes? Le crapaud à trois pattes, c'est un personnage que j'ai créé aussi, hein, à quel moment? Il y a peut-être 25 ans, hein, et c'est un personnage tiré du Feng Shui. Le Feng Shui, c'est un art ancestral chinois qui attire ou développe les énergies positives dans la maison ou dans l'extérieur. Et il y a des animaux symboliques, dont le crapaud à trois pattes, qui apporte lui la fortune. Mais donc j'ai fait un crapaud à trois pattes, mais sa fortune à lui, c'est sa grande capacité à s'émerveiller. Voilà, et c'est ça l'esprit du jardin. Donc plusieurs fois quand je t'ai vu le matin en se disant bonjour, tu veux un café ou autre, tu disais comme ça, je suis émerveillé par ce qui se passe. T'as beau ouvrir la porte 2-3 fois par jour, t'es toujours émerveillé de ce qui se passe. Oui, c'est vrai, c'est vrai. Devant la porte. C'est la nature, quoi. C'est beau. C'est toi qui crée la nature, mais c'est la nature qui t'a. Ah bah moi j'ai pas créé. Je m'adapte. Hein. Je m'adapte. Bien sûr, j'ai planté tout ça, mais je dirige un peu, quoi. Je surveille un peu parce qu'il y a quand même il y a rien de nuisible, hein, mais il y a des choses quand même que je peux aider, quoi, un petit peu. Hein. Mais je m'adapte surtout, hein. Ça... Donc la sculpture n'y est plus. Non. Tu as tourné la page, maintenant c'est le jardin. C'est fini. Et tu es aussi en train de tourner la page par rapport au jardin aussi. Oui, parce que là maintenant, j'ai d'abord, quand je me suis mis à jardiner, j'étais vraiment très très mal parce que c'était au moment du rachat de l'entreprise, ça s'est très très mal passé. Ça a été extrêmement douloureux, destructeur, terrifiant. Ça a duré plusieurs années aussi. 17 ans. 17 ans 17 ans. Alors qu'est-ce que je fais? Je meurs ou je me laisse détruire ou... Alors j'ai répondu à cette noirceur par
en créant quelque chose de beau encore. Et donc j'ai refait un chef-d'œuvre. Ça t'a redonné, Ça m'a permis de supporter tout ça et de reprendre, goût à la vie. retrouver une santé. Et parce que j'étais foutue, hein. Ça t'a pris beaucoup d'énergie. Et ce jardin m'a redonné de la force. Et ouais, j'ai répondu par de la beauté, quoi. Et maintenant, d'ailleurs le procès est terminé. On a été complètement, nos adversaires ont été complètement, comment on dit déjà, déboutés, toutes leurs accusations jugées irrecevables, quoi. Et il était temps quand même. Et puis là, maintenant je suis quand même un petit peu âgée, j'ai 77 ans. Il est temps maintenant que je passe à autre chose. J'ai fait un chef-d'œuvre, je vais le vendre aussi. Ouais. Voilà. Comme tu fais pour l'instant avec tes créations. Voilà. Tu as envie de transmettre. Et je vais passer à quelque chose. Parce que tu as tes enfants aussi. Oui, je vais aller près de mes enfants. Et je sais pas du tout ce que je vais faire. C'est le grand plongeon, on verra bien. C'est encore une autre aventure qui va commencer. C'est ça, une nouvelle page blanche. Oui, voilà. En fait, il y a eu plusieurs pages blanches dans ta vie qui fait que ça arrive au moment opportun, en fait. On choisit pas. Et puis c'est même la vente, on choisit pas non plus. Donc on verra ce qu'il en est dans. On verra bien. J'espère transmettre à quelqu'un de chouette là, qui va continuer. Qui continuera. De toute façon, ce sera obligatoirement quelqu'un de chouette. Hein. Il va avoir. C'est très gentil en tout cas de nous avoir partagé ça. Et puis merci pour cette rencontre. Ça m'a vraiment fait très très plaisir. Et puis oui, t'as remarqué comme ça. Je m'attendais pas du tout à ça. Non. Mais c'est sympa parce que moi je te connais. Je suis pas non plus très vieux non plus. J'ai 36 ans, donc ça. Je connais tes œuvres par Astérix ou d'autres œuvres également. Mais te connaissant maintenant, je vois les œuvres complètement différemment et ça procure justement, je pourrais même plus m'en débarrasser tellement ça a une âme en fait, ça a une âme. C'est fascinant de voir à travers la résine ce qu'on peut procurer à des personnes. J'ai mis vraiment toute mon âme, c'est vrai, tout mon cœur. C'est pas anodin du tout, ces pièces. Ouais. Mais j'espère pour toi que le prochain chapitre sera aussi riche, que ce soit en tout, en tout, et que ça te procure encore de nombreuses années de bonheur, et puis de défis et même si c'est pas longtemps, c'est même, voilà, je sais bien que je vais pas vivre éternellement, mais tout est bien. Tout est bien. Ouais. Merci en tout cas. Et à très bientôt.